vous allez voir que c'est une excellente nouvelle pour les petits budgets et les maladroits du bricolage, c'est une majorité. Et avec un tout nouveau produit qui arrive sur le marché, permet de changer de décoration facilement. Ça se colle, et puis c'est tout. Voilà, et ça s'admire. Non, c'est plus compliqué que ça. Voilà le rouleau magique. Ce rouleau va changer votre vie. Ça se colle. C'est pas nouveau en termes de collage, mais c'est nouveau en termes d'impression, de décoration. On retrouve des carreaux de ciment, on retrouve des décorations new-yorkaises un peu à la noir-blanc. On retrouve des choses en 3D. Oui, c'est un peu le noir et blanc, c'est les vieux carreaux un peu métro, noir et blanc. Ça, c'est la grande tendance. Ça s'appelle comme ça ? Ouais, on trouve ça beaucoup à New York. Moi, j'invente la tendance new-yorkaise. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais dites-moi ça je préfère. Oui. Voilà, on le voit là. Donc, des impressions, si en 3D, on a l'impression d'être dans un autre univers, ce sont vraiment des décos tendance aujourd'hui et qui vous changent complètement l'univers de votre intérieur. Alors, à la fois les crédences de cuisine, à la fois le salon, à la fois les têtes de lit, à la fois les tapis, à la fois l'entrée. On peut tout faire. On peut faire une bande sur un mur, on peut faire un mur, on fait des ambiances différentes. C'est du PVC, tout simplement, assez épais, mais que l'on colle. Et l'intérêt, c'est quoi ? Je vais vous dire si c'est du PVC. Ouais. Non ? Regarde. C'est du PVC. Ouais. Ça sent, non ? Et ça sent moins qu'avant, parce qu'aujourd'hui, ils intègrent... Avant, ça sentait le PVC, là. Un peu quand même. Franchement, ça sent pas la pivoine. Donc, Non, ça sent un peu. C'est vrai. Mais en tout cas, il y a des motifs pivoine. Alors, comment on le pose ? C'est tout simplement, on le colle. Il y a des techniques toutes simples à savoir. Regardez. Ça se colle, ça se décolle, c'est déco et tout le monde peut le poser ? Ça n'existe pas ? Eh bien, détrompez-vous, voilà une nouvelle génération de stickers. Ce sont vraiment des stickers adhésifs, faciles à poser, repositionnables. Surtout quand vous les enlevez, ils ne laissent aucune trace. Donc vous les installez facilement. Le jour où vous voulez changer votre déco ou que vous déménagez, vous les enlevez, vous les retirez très simplement. Alors, ça se pose comment ? C'est assez simple. 1, bien laver le mur. 2, commencer par le haut et tirer doucement le rouleau. Appuyer avec un petit chiffon ou une petite raclette pour enlever les bulles. Et enfin, en bas, un petit trait, un coup de cutter et c'est tout posé. Comme il se pose facilement, vous pouvez le mettre aussi bien sur un mur que sur un meuble, que au-dessus d'une surface en carrelage par exemple, dans l'escalier, dans le salon pour décorer, dans le fond d'un placard ou sur du petit mobilier. Et ça vous permet de recustomiser des petits objets, des petits meubles ou de redonner un look à une chambre, à une pièce. On peut le positionner également au-dessus d'un évier ou d'un lavabo. Il y a des modèles qui existent qui sont antidérapants, qui sont faits pour être posés directement sur le sol. Ça vous permet d'avoir des tapis antidérapants. Là, il n'y a aucun problème ni d'hygiène ni de sécurité. Et pour l'entretien, ça se passe comment ? Les produits papier peint se nettoient facilement avec une petite éponge si jamais il y a une trace. Les produits qui sont faits crédence pour aller au-dessus des lavabos ou des éviers sont vraiment faits pour être au contact de l'eau au quotidien. Pour le mur, vous avez votre lait de 60. Ce sont des laits qui sont dans des motifs géométriques. Si vous voulez en mettre plusieurs les unes à côté des autres, c'est assez simple de les caler. Mais ça peut être posé seul de manière juste, élément remarquable de décoration à l'intérieur. Il y a tout un travail qui est fait sur le motif de manière à avoir quelque chose de très moderne, mais aussi d'assez intemporel. Et vous avez des visuels qui sont inspirés de Magritte, de Fornasetti, avec un côté très design, mais qui parle aussi à tout le monde. Il y a un côté très onirique, d'imaginaire, de rêve, mais très épuré et très simple. Une création au motif sans limite à partir de 59 €. Vous pouvez aussi les faire designer sur mesure. Question d'un téléspectateur, Monsieur Filou de Paris. Il dit, mais quand je décolle, j'arrache tout. Vous avez vu au début du sujet, on colle, on peut le décoller 3-4 fois si on veut le repositionner. Ouais. Donc ça se décolle assez facilement. Il ne faut pas prendre des produits qui sont décapants pour l'enlever. Ça se décolle très facilement, aussi bien que ça se colle. Ce sont de nouvelles colles justement qui permettent justement de décoller et de recoller facilement les motifs. On peut habiller des carreaux, on peut habiller des murs lisses. Alors ça ne marche pas évidemment sur les murs en crépi, parce que tout ce qui est crépi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si votre mur est gras, évidemment. Donc il faut des surfaces lisses et propres et ça se colle de partout. On peut le mettre dans des salles de bain, on peut le mettre dans des cuisines, en crédence, ça marche très très bien. Et ça coûte cher. Ça coûte entre 50 et 150 € le mètre carré. Voilà. Alors, je vais demander. Oui, mais vous n'avez pas à casser vos carreaux. Bien sûr. On réhabille. Je vais demander à Isabelle, qui est Miss Bricole. Ouais. C'est cher, ça, à votre avis ? Non. Non, pas trop ?
sur ce que Ah non, je pense que pour le rendu final, c'est pas cher du tout. Ouais. Non, c'est moins cher que si tu mets du carrelage ou de la faïence. Bien sûr. Les vieux carreaux blancs, vous leur redonnez une nouvelle identité. Vieux carreaux blancs toi-même. Ça se vend en rouleau ou à la coupe, ou sur mesure. Vieux carreaux blancs. Merci Philou. Ce que vous avez appelé tout à l'heure les carreaux new-yorkais, là, ça doit être terriblement à la mode, puisque vous le dites d'abord. Et ensuite, on retrouve ça sur votre... Ah oui, c'est sur votre peau de crème. C'est tendance. Ouais. Incroyable, voilà, ça. Alors, vous savez qu'il existe des crèmes pour tout. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Des crèmes pour le visage, bon, très bien. Crème pour les mains. Crème pour les cheveux. Crème pour le corps. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les pieds. Et là, c'est un tout en un. Et là, voilà, c'est vraiment le monoproduit, c'est vraiment une tendance d'avoir finalement, à la place d'avoir 10 produits dans sa trousse de toilette ou sur l'étagère de sa salle de bain, un seul produit. Et ce produit, on le doit à une jeune femme qui s'appelle Céline Escan. Et c'est parti, elle a vécu en Afrique, à Dakar. Et déjà à Dakar, elle avait découvert le beurre de karité. Et dans sa cuisine, elle avait... Ah oui, mais alors, le beurre de karité... Ah oui, mais... Ça sent très fort. Alors, elle faisait dans sa cuisine, elle faisait des petites crèmes comme ça qu'elle donnait à ses amis quand ils venaient chez elle. Elle revient en France, elle s'installe à Saint-Rémy et elle se dit là, Saint-Rémy de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, voilà, Saint-Rémy de Provence. Elle rencontre une chimiste et toutes les deux, elles ont mis au point ce produit miracle qui s'adresse finalement à toute la famille, les enfants, les hommes et les femmes, et on peut tout faire. Et en plus, elle a plein de recettes maison. Alors, c'est le week-end, vous allez pouvoir, en achetant de la farine de pois chiche, vous allez voir, je vous propose de la farine de pois chiche. Vous allez regarder. Vous n'allez pas la manger, William. Bah, regardez, vous allez voir. De la farine de pois chiche sur la tête. Non, sur le visage. Vous allez regarder bien, attentivement. Écoutez. Je me sens engueulé. Mon envie première, c'était de faire un produit multi-usage qui soit universel, que toutes les femmes du monde entier puissent utiliser. Quand je me suis installée à Saint-Rémy de Provence en 2010, j'ai rencontré une chimiste qui a été séduite par l'idée jusqu'au jour où le baume intégral est né en 2013. Et le bouche à oreille, après, est parti et maintenant, c'est devenu un produit récurrent. Dans le premier, vous avez de l'huile d'olive, de l'argan, du carancha, du sésame, du miel, du calendula. Vous avez 12 ingrédients et tous ces ingrédients ont une action directe sur la peau. Vous pouvez vous démaquiller, le mettre en soin de jour ou de nuit. Vous pouvez l'utiliser pour la beauté de vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser en soin de corps. C'est un excellent soin après soleil. Les hommes sont séduits par ce produit, donc c'est vrai que c'est un produit après rasage. Les gens qui ont des irritations cutanées aussi, donc il marche très très bien. C'est vraiment un soin très complet. Le baume numéro 2, c'est un embellisseur de teint. Celui-ci est enrichi d'huile essentielle, donc vous avez du géranium, de la sauge esclarée, de la lavande aspic. Vous pouvez l'utiliser soit le soir, soit la journée, et c'est vrai qu'immédiatement vous avez un teint très lumineux. C'est un produit qui est relativement riche et il est très concentré, donc il faut en mettre très très peu. Alors ça, c'est ma recette de grand-mère revisitée que j'aime particulièrement, avec de la farine de pois chiche, dans laquelle vous rajoutez un tout petit peu d'eau, une bonne cuillère à café de baume intégral, pour faire une petite préparation bien onctueuse. C'est un masque gommage, donc c'est un nettoyeur en profondeur. Vous allez appliquer en couche épaisse sur votre visage et qui coûte vraiment pas cher. Le produit coûte 38 € pour 200 ml. Et après, vous avez, on l'a fait en format voyage à 25 € pour 100 ml. C'est vraiment le baume de toute une famille. Voilà,
Voilà, donc vous avez vu. Vous choisissez Olga. Elle est belle du matin au soir. Ah, mais là, Sans crème derrière. elle a un teint lumineux parce qu'elle a mis la crème, William. Donc vous avez vu, voilà, ça coûte 38 € le grand flacon. Vous pouvez tout faire et même, vous avez vu, un masque. Et là, c'est dans les prix, ça, de 36 € ou c'est légèrement haut de gamme? Non, c'est un prix tout à fait raisonnable. C'est assez grand et vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. Et voilà, l'idée de justement la farine de pois chiche plus la crème, vous faites un masque, ça coûte pas cher du tout. Et elle a plein d'autres bonnes idées. Bon. C'est lequel, celui-là? Alors, avec des huiles essentielles et en plus, c'est un parfait. C'est ça, les huiles essentielles? Oui. Parfait anti-moustique. Oui. On vous met sur le balcon, les plantes. Non, mais il y a des huiles essentielles, William. Vous allez voir, ça va. Vous allez avoir les mains toutes douces et douce la parole. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très, très doux. Bon, allez. Il s'appelle Zucchero. C'est le monsieur sur scène, il se baladait à l'époque, mais je suppose que c'est toujours vrai, un haut de forme avec une plume. Toujours. Les Anglais l'ont surnommé The Italian Mad Hatman, le chapelier italien fou. Faut mettre fou. Et pourquoi chapelier? Parce qu'il a plus de 1000 chapeaux chez lui. Et donc il change, selon les chansons, pendant le concert, il peut lui arriver aussi de changer de chapeau. C'est vraiment un collectionneur de chapeaux. C'est pas son principal talent. Son principal talent, vraiment, depuis les années 70, c'est vraiment la rockstar transalpine. Mais franchement... avec Adriano Celentano quand même, si vous me permettez. Hein. Bien évidemment. Et puis Eros Ramazzotti aussi, mais c'est moins rock'n'roll. Ouais. Adriano Celentano, c'était moins rock'n'roll aussi. Et puis c'était avant, c'était plutôt les années 60-70. Ça va, c'était avant. C'était un tout petit peu avant lui. Lui, il a commencé vraiment. Alors, il devait être vétérinaire. Les animaux, bien sûr, Zucchero. Adelmo Fornaciari, de son vrai nom. Zucchero, pourquoi? Parce que sa nounou l'avait surnommé Zucchero. Petit sucre. Oui, petit sucre. Petit sucre a un peu grandi quand même. Petit sucre, ça lui a profité. Voilà, c'est pas d'édulcorant, quoi. et donc 50 millions d'albums vendus. Ah bon? 50 millions. Et là, alors, on assistait à quelque chose. Vous savez que ce métier est extrêmement difficile. On part souvent à la mine. Là, la mine, c'était Vérone. Aller dans les arènes de Vérone. Les arènes de Vérone. Les arènes de Vérone. 12 000 personnes. C'est le seul en Italie à pouvoir. Il a rempli les arènes de Vérone 11 soirs de suite. 11 fois 12 000 personnes. Vous ne trouviez pas la moindre petite pierre pour vous asseoir. C'était bourré à craquer. C'est vraiment quelqu'un qui est connu internationalement. Il a fait des duos avec Sting, avec Bono, avec Pavarotti, avec B.B. King. Vous vous souvenez, quand Pavarotti faisait à Modène ses grandes soirées Pavarotti and Friends, c'était vraiment le plus assidu. Il venait de pas très loin, quoi, en fait. Et là, nous donc c'était à Vérone. Les amoureux n'étaient pas là, mais il y avait les amants de Vérone, vous voulez dire. Les amants de Shakespeare. Ouais. Mais il y avait Petit Sucre, il était là, lui. Bonjour Télématin, je suis Zucchero. Ces arènes ont été faites pour l'opéra, la musique classique, et même si ce lieu contient 12 000 personnes, tu peux voir chacune d'elles. Tu les sens et c'est magique. Baila, c'est une histoire bizarre. Lorsque cette chanson est sortie, elle a été numéro 1 un peu partout. Sauf en France où le titre a été boudé. Et on s'est dit, tiens, c'est dommage. Et un an plus tard, le réalisateur du film Les Bronzés passait ses vacances en Espagne, je crois. Et en entendant cette chanson à la radio, il a décidé d'en faire la chanson de son film. Et là, finalement, 2 ans après sa sortie, Baila est devenu numéro 1 en France. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. J'ai 40 ans de carrière.
Et à présent, sans prétention, j'ai les moyens de ne faire que ce qui me plaît artistiquement parlant. Artisticamente bene. Votre nounou, lorsque vous étiez petit, vous avez donné ce surnom de Zucchero. Oui. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, ce surnom... Bravo, ça c'est un vrai sujet. C'est vrai que Zucchero Petit Sucre à 60 ans, c'est pas simple à porter. Des fois, je me dis que c'est tout de même très anachronique, que ça appartient à mon enfance. Mais si je rajoute Sugar Fornaciari, qui est mon nom de famille, je me dis que ça peut encore le faire. Forse può ancora resistere un po'. Morena, baila, Un baila, immense Morena. compositeur. Et je vois que vous connaissez tout par cœur. Vous avez pris vos places du 6 au 8. C'est mon chanteur préféré, presque. Bah écoutez, du 6 au 8, on va vous réserver 2 places à l'Olympia, du 6 Ah oui, au votre 8. théâtre, là. 6 au 8 novembre. Et vous y serez quand, vous? Non, moi, tout va bien. Donc du 6 au 8 Mais novembre. il veut pas me répondre. Vous y serez quand? Non, je n'y suis pas. Non. Du 6 au 8 Ah, novembre. il répond pas. Il était Tu vas aller à à l'Olympia Mais non. Mais non, mais il pas va cette être en année. première partie, lui. Mais non, je l'ai fait. Ça y est, Ah bon. c'était l'an passé. Et vous William. recommencez pas? Non. Vous êtes sûr? Non, certain. Du 6 au 8 novembre à l'Olympia, Zucchero, allez le voir, vous allez passer une soirée merveilleuse. Voilà. Ah ouais. C'est votre copine qui est là-bas. Voilà, c'est Sarah Doraghi qui va être à l'Olympia bientôt. Aussi. En première partie de Muriel Robin et de Pierre Palmade. C'est vrai. Eh ouais. Pas mal, non? Super. Non, ils sont sur scène, c'est autre chose. Il est super son spectacle. Bon, merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le Télématin du samedi avec la possibilité, enfin, de faire comme ceux que vous voyez sur les images que nous vous montrons souvent avec Grégoire Tournon, de ces surfeurs qui font le tour du monde sur leurs planches. Vous pouvez faire ça aussi, sans bouger de chez vous. Sans vous mouiller en plus, ce qui est assez étonnant. Vous allez voir ça avec Laurence Beauvillard. Alors à Biarritz, vous le savez peut-être, c'est la ville qui a été choisie pour accueillir les championnats du monde de surf en mai 2017. Mais à Biarritz, tout le monde n'est pas champion de surf, justement. Et grâce à la science, vous allez voir qu'on peut quand même le devenir. Faire du surf sans mouiller le maillot à Biarritz, c'est possible. On peut braver les plus belles vagues de la planète, celles de la Côte des Basques, d'Osgore ou la mythique vague de Bellara. Une expérience virtuelle pour tous. La proposition s'est enrichie il y a quelques semaines. Plonger grâce à un masque d'immersion virtuelle et aller nager avec les poissons comme si on y était. Je me suis fait attaquer par un mérou, là. Ah là là. Ouais. Bon, alors, on est là. On est sur la barrière corallienne, au large de l'Australie, une zone protégée et une zone très riche en biodiversité. Donc c'était intéressant pour nous de montrer, de faire plonger les visiteurs, parce que cette technique que vous venez de tester permet d'être au milieu des poissons sur la barrière, mais de regarder devant, derrière, sur les côtés, puisque c'est une vidéo à 360 degrés. L'intérêt, c'est de vous faire connaître la biodiversité, de vous faire connaître toutes les espèces qui vivent dans l'océan, parce que mieux vous connaîtrez comment ça fonctionne, qui y vit, comment ils vivent, plus vous allez respecter l'océan. Donc c'est créer ce lien d'empathie lié à la connaissance. C'est comme vos amis, plus vous les connaissez, plus vous ferez attention à eux et plus vous les surveillerez. Oh, il y a une baleine! Le 360 degrés, ça va nous permettre de montrer réellement ce que jusqu'à présent on pouvait présenter de manière virtuelle. Donc c'est vraiment une très grosse évolution au point de vue technique. Alors, il y a une trentaine de sites qui sont retenus au niveau du patrimoine naturel de l'UNESCO. Là, on en a 12 et nous venons de plonger au-dessus de la barrière corallienne. Ce qui est...
Voilà, celle qui est ici. Et bien évidemment, ce serait magnifique si on pouvait avoir des plongées et faire plonger nos visiteurs sur ces 12 sites. Les expériences immersives, on connaît ça depuis plusieurs années, mais généralement, on nous plongeait dans des images de synthèse ou des images virtuelles. La vraie révolution, ce sont ces caméras qui filment à 360 degrés. Il y a même une fiction qui a été tournée en 360 degrés, ce qui permet au téléspectateur de choisir sa réalisation. Mais ce sont des caméras qui valent plusieurs milliers d'euros. Dernièrement, une société française vient de commercialiser un modèle pour les particuliers. Elle filme en 360 degrés, elle est grosse comme une balle de tennis, elle vaut 400 €. Et là, nos films de vacances ne vont plus avoir la même saveur. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné? On commence par quoi? D'abord un reportage vraiment superbe sur une France souvent oubliée et qui pourtant représente d'une part la majorité du territoire, mais aussi pas mal de Français. C'est la France des campagnes, celle où le premier supermarché est à 10 km, où il n'y a plus de poste depuis longtemps, et je ne vous parle même pas du premier hôpital. En l'occurrence, on est dans le Morvan, vous voyez, chez un agriculteur qui s'appelle Jean-Claude Martin. C'est la France des tables en formica et des bottes en caoutchouc, dit l'article. Alors il ne s'agit pas de faire de la nostalgie, simplement je fais la revue de presse depuis quelques années et je vous assure qu'on parle quasiment que des villes dans les journaux, centre-ville ou banlieue, mais rarement des campagnes, sauf quand il y a des manifestations d'agriculteurs. Là, pour une fois, c'est pas le cas. C'est le quotidien d'une ferme avec des vaches. Alors faites lire à vos enfants s'ils croient que le fromage pousse sur les arbres et qu'ils ne savent pas en quoi sont fabriquées les frites. J'ai l'air de rigoler, mais un quart des enfants ne savent pas en quoi sont fabriquées les frites. Statistiquement, c'est vrai. Oui, sondage. Les poissons sont carrés. Et 87% ne savent pas ce qu'est une betterave. Alors on est en train de perdre complètement le rapport au terrain à force de ne plus vivre que dans les villes. Vous savez. Et eux, ils crèvent de faim. Oui, exactement. C'est pour ça aussi que je le fais. Vous savez qu'il y a plus de trains, par exemple, dans les campagnes. On remplace par des TGV qui desservent que les grandes villes. D'une grande ville à l'autre, et puis entre les deux, rien, comme s'il n'y avait pas d'habitants. Or si, il y a 12 millions d'habitants, 1/5 de la France dans les campagnes. Et ils sont loin d'avoir 1/5 du temps de parole dans les médias, et je ne parle pas je parle pas des émissions du style L'amour est dans le pré, parce qu'à la campagne, le monsieur il dit que ça le fait bien rigoler parce que c'est les jeunes femmes en escarpin dans le fumier. Je trouve ça un petit peu caricatural. Il n'en voit pas suffisamment, il a raison. Voilà. Il prône plutôt la botte en caoutchouc. Donc lisez vite ce très beau reportage dans le numéro automne-hiver de 180 degrés. 180 degrés, c'est plutôt un magazine de terroir, mais pas seulement la nourriture, aussi ce genre. Aussi une valeur sûre, là je m'adresse à la grande majorité d'entre nous qui n'ont jamais lu Proust. En tout cas, moi c'est mon cas. Ça c'est très bien. Ouais, on vous en a un petit peu parlé déjà. On va parler vendredi. Voilà. On va vous en parler. Proust, ça fait 3000 pages, les 7 volumes d'À la recherche du temps perdu. Heureusement, ceci, c'est Proust en 500 pages. Excellente idée, c'est tout le roman, simplement. Oui, mais alors quand on a dit ça à un Proustien... Évidemment. Ça va faire hurler. On en a pris une sévère. Mais pour les gens qui de toute façon ne l'auraient jamais lu, évidemment, si vous adorez Proust... c'est ce qu'on lui a expliqué. C'est déjà ça. Voilà. Et c'est un premier pas vers les 5000 autres. D'autant plus que c'est le vrai texte, simplement il y a des coupes. Il y a des coupes dedans, donc voilà, vous pouvez. C'est vrai que c'est un peu plus accessible. J'ai commencé, il y a quand même pas mal de descriptions encore. Ça reste un peu long. Non, c'est plus long, mais c'est descriptif. La phrase proustienne, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous recherchez ce genre de culture classique et très française, je vous conseille aussi le musée de la vie romantique à Paris. Regardez, c'est très joli, c'est peu connu. Magazine L'Éléphant sur la culture générale. Alors ce beau musée nous parle, et cet article nous parle aussi des artistes du romantisme, c'est-à-dire Chopin, Musset, Delacroix, George Sand. Vous allez voir, là à gauche, c'est le fondateur de cette maison, un peintre un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Harry Scheffer, mais qui était ami des précédents. C'est tout près de la place de Clichy à Paris, c'est dans le magazine L'Éléphant, je vous le disais. Et puis, si vous ne savez pas comment vous habiller pour cette sortie au musée, je vous conseille Grazia Homme. C'est nouveau, c'est la déclinaison masculine du magazine féminin. Grazia, vous savez. Donc comment vous habiller en toutes circonstances. C'est fait pour quel âge ça? Pour plutôt 20-30 jusqu'à 40 quoi. Alors si vous avez un rendez-vous à la banque... Jusqu'à 40, vous êtes sûr? Oui, alors justement, ça c'est pour la rupture avec votre copine, donc il faut la dégoûter un peu. Vous vous habillez en grand adolescent, elle vous trouvera immature, elle vous largue. Je cite l'article. Et puis vous n'êtes pas prêt d'en retrouver une autre là, si vous restez comme ça. Voilà, je suis moins certain, vous voyez, du maillot de foot pour séduire la fille de 25 ans, ou alors je connais mal les filles de 25 ans, ce qui est possible aussi. En tout cas, dans le journal, il n'y a pas seulement des messieurs habillés, il y a aussi des messieurs tout nus, parce que ça parle, vous voyez, du corps des hommes. Il y avait longtemps. Voilà, du corps des hommes, et le fait que dans les magazines, il n'y a plus seulement des effets avec des abdominaux partout, mais qu'il commence aussi à y avoir des physiques un peu différents, et c'est très bien parce que les femmes en souffrent, et apparemment pour les hommes, c'est un peu moins sévère. Très bien, merci beaucoup. Avec mes... Everything is clean and so
s'agit de la vente aux enchères d'un atelier d'artistes, un atelier de 2 artistes. C'est un couple d'artistes, William. Lui était sculpteur, il s'appelait Chassepeau. Elle était peintre, elle s'appelait Liseran. Et ses enfants mettent aux enchères lundi prochain chez Piazza leurs ateliers. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, William, il faut quand même expliquer que c'était 2 artistes très à part, singuliers, on va dire. Ils n'appartenaient à aucune école, à aucun courant. Ils étaient extrêmement indépendants. Liseran travaillait très en secret. C'était une artiste très modeste, donc sa peinture, elle n'était pas très connue. Et puis elle voulait aussi sans doute rester en retrait par rapport à son mari Chassepeau, qui lui, en revanche, fait partie de ces sculpteurs français notoires, qui étaient, que l'on croise dans les musées, que l'on voit chez des grands galeristes. Il est très important pour les amateurs de sculpture. Il travaillait, vous le voyez là, essentiellement du papier mâché. C'est d'ailleurs l'un des premiers artistes, avec Niki de Saint-Phal, à avoir donné à cette matière ses lettres de noblesse. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il représente toujours le même personnage. Donc c'est ce bonhomme que vous voyez là, cette espèce de gaillard qui est aux formes très douces, très arrondies. Je vous laisse découvrir son univers en compagnie de Marie Rancillac, sa fille, et du commissaire-priseur qui sera au marteau lundi. Regardez. Certains disent I love you, moi je t'aime tellement. I wanna be with you, bien évidemment. Aujourd'hui et toujours, moi je t'aime tout le temps. Mes parents se sont connus au métier d'art. Ils se sont mariés, ils ont vécu plus de 50 ans ensemble. Leurs ateliers étaient côte à côte, donc ils passaient la journée chacun dans leurs ateliers, mais en effet côte à côte. Cette vente parle parfaitement de leur univers. C'est un bel hommage à ce qu'ils ont été. Ces petits bonshommes qui sont sur leur canne à soie, bien habillés, bien cravatés jusqu'en haut, le regard fixé on ne sait où, les oreilles décollées, un nez proéminent. Et l'humour vient de cette tension entre l'absence de mouvement et ces personnages qui sont là et qui sont répétés constamment. C'était le plus souvent des autoportraits. Par exemple, il disait que dans sa jeunesse, qui était assez stricte, on lui disait « tiens-toi droit ». Donc toutes ces sculptures sont toujours presque rigides, en tout cas se tiennent toujours parfaitement. Alors il se représentait, oui, sans doute lui, ses amis. Il a fait un peu des portraits assez drôles de ces galeristes. C'est aussi un archétype, c'est l'homme en général. Il y a l'homme masculin, il y a quand même très peu de femmes. Et s'il y a des femmes, le plus souvent, elles accompagnent le bonhomme. C'est un travail qui est très subtil, qui est très tendre également, parce qu'il n'y a aucune moquerie. Les personnages sont grotesques dans leur accoutrement, parce qu'ils sont un petit peu surannés. Les costumes qu'on voit sont des costumes vraiment du début du siècle, comme ceux qu'on verrait sur les photos 1900. Ma mère a rendu plusieurs hommages à mon père. Elle l'a représenté, lui et son œuvre. Par exemple, cette peinture rend hommage à l'homme, puisqu'il y a son portrait, un petit photomaton, ses outils de travail. Et il y a quand même un gobelet là avec ses pinceaux. Donc peut-être là, elle parle d'elle. Elle se met au milieu de sa table de travail à travers ses pinceaux. Il y a une douzaine d'années, il m'avait téléphoné, il m'a dit « Henri Pierre, il faut que vous veniez à l'atelier parce que j'ai fait votre portrait ». Je vais à l'atelier et alors, il y avait un petit buste en papier mâché qui était en fait exactement le même portrait que toutes les sculptures de Chassepeau. Avec les oreilles décollées, le nez proéminent, jusque-là c'était très bien, au-dessus c'était plus moi. Mais il était persuadé que c'était moi. En fait, l'œuvre vient de leur intérieur et donc il reproduisait son image. Voilà. Je me suis demandé s'ils ne travaillaient pas en commun parce que ça se ressemble un peu. Ils devaient, parce qu'en fait, leurs ateliers, donc ils habitaient dans leur maison, ils avaient leurs ateliers côte à côte, ils travaillaient chacun de leur côté. Regardez, là on les voit, il y en a un qui fait sa sculpture derrière la peinture de l'autre. Donc forcément, ils s'inspiraient, c'est une évidence. La vente a lieu lundi à 18h chez Piazza et aujourd'hui, il y a l'exposition et lundi aussi. Et allez-y, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure juste après le journal et la météo que voici. À tout à l'heure donc. Le samedi dans Télématin, il vous arrive de découvrir des sports parfois exotiques, c'est le cas avec Grégoire Tournon. Vous allez voir, c'est une version, comment on pourrait dire, asiatique de l'aviron. Oui, quelque chose comme ça. Ça s'appelle comment? Le Dragon Boat. Ah oui, dragon comme un dragon, boat comme un bateau. Et c'est issu en fait d'une légende. Vous voulez que je vous la raconte rapidement? C'est court? Oui, c'est très court. C'est la légende de
Kuyan, qui est un poète chinois qui a vécu il y a plus de 2000 ans dans un royaume Shu, c'est au sud de la Chine pour ceux qui connaissent. Et il était poète mais aussi ministre, intègre. Donc il a dénoncé la corruption du régime et pour ça il a été banni de son royaume. De dépit, il a tenté de suicider, il est arrivé, il s'est jeté dans une rivière, mais les pêcheurs qui étaient là, qui ont vu cet acte désespéré, se sont jetés à l'eau dans leur pirogue en pagayant très vite au son des tambours pour récupérer le corps et l'éloigner des poissons qui étaient affamés. Bon, ils n'ont pas retrouvé le corps. En revanche, tous les 5e jours de la 5e lune, c'est-à-dire vers la mi-juin, on honore sa mémoire avec des grandes rencontres de Dragon Boat. Alors un Dragon Boat, c'est pas mal, faut qu'il raconte bien pour un truc qui n'est pas intéressant du tout. Mais je vous ai lancé il le fait vite et plutôt bien. C'est Frédéric Gersal là. Et un Dragon Boat, c'est donc une énorme pirogue avec une quinzaine de pagayeurs à bord. Il y a un tambour et aussi un barreur. Il y a en Asie des pirogues qui peuvent faire jusqu'à 150 équipiers. C'est monstrueux. C'est un sport national en Chine. 20 millions de pratiquants. Bon, ils sont très nombreux, donc forcément, quand on rapporte ça. Alors chez nous, c'est arrivé en Europe dans les années 70. C'est populaire en Allemagne, c'est populaire en Angleterre, en Norvège. En France, ça l'est un peu moins. C'est en plein développement. Un peu, oui. C'est en plein développement. Et si tant est qu'il y a une capitale, c'est Annecy, en Haute-Savoie. Et tous les ans, depuis 2006, le lac d'Annecy est le théâtre d'un festival, du plus grand rassemblement français de Dragon Boat. Et la 11e édition avait lieu il y a quelques jours. Nous y étions. Alors, un dragon, ça crache de la fumée. Et moi, j'ai craché mes poumons. Voilà. Un Dragon Boat fait 12 mètres de long, à peu près 1,80 m de large au centre. Il fait 300 kg vide. Il est constitué d'un équipage de 22 personnes, un tambour, un barreur, 20 pagayeurs répartis sur 10 bancs. Tous ensemble, on arrive à faire 1,5 tonne, donc c'est 1,5 tonne à tirer à la pagaie. Pour prendre un départ c'est 7-10-10, c'est 7 coups courts et puissants, suivi de 2 séries de 10 où on allonge un peu plus. Ok. Pas compliqué. Allez. On allonge. Allez, on avance. C'est pas fini. C'est pas fini. Je sais que c'est terminé, moi. Le tambour, il relaie le rythme qui est impulsé par le premier banc. Le premier banc donne la cadence, le tambour le relaie jusqu'au fond du navire. On a 3 groupes dans le bateau. On a les premiers bancs à l'avant, c'est les techniciens, ils impulsent le rythme. Au milieu, on a les plus gros gabarits. Et à la fin, on a les gens qui en ont dans les bras, c'est le moteur du bateau. Nickel, en fait. Ça avance tout seul, en fait. Ils n'ont pas besoin de moi. Le plus important, c'est la synchronisation. Il vaut mieux pagayer moins vite et moins fort, mais ensemble. Prêt pour le stop and go. Hop. Là, on fait sur l'avant pour aller travailler la souplesse, aller chercher loin devant. Ça, tu fais pas ça en course? Non, on fait pas ça en course. C'est un éducatif qu'on fait en entraînement. Ça permet de bosser la souplesse. C'est super cardio. Ça pique. Les distances en course officielles, elles sont le 2000 mètres pour la distance longue, le 500 mètres et le 200 mètres pour le sprint. Il existe une autre épreuve qui s'appelle le contest. C'est 2 équipes de 6 qui se font face dans le bateau. C'est un effort de 20 secondes. Le premier qui fait reculer l'autre l'emporte. Le 2000 mètres, ça se passe en décalage. Les bateaux partent en général toutes les 15 à 20 secondes. Ce qui est rigolo dans les 2000 mètres, c'est surtout la bataille dans les virages. J'ai trouvé mon équipe, les copains à bord. J'espère rester à bord. Les plus rapides, c'est les Philippins. Ils sont champions du monde sur le 200 mètres. Ils le font en 40 secondes. Donc, ils mettent à peu près 120 coups de pagaie à la minute. Soyez fort! Le type d'effort en Dragon Boat, il est double. Un effort musculaire important sur le haut du corps, avec les épaules notamment très mobilisées, et un effort cardiaque, avec un cardio notamment conséquent sur les départs. Le principal plaisir que je trouve dans ce sport-là, c'est que c'est un vrai sport d'équipe. Et l'image, on est tous ensemble dans le même bateau, c'est pas juste une image dans ce cas-là. Il y a une vraie cohésion d'équipe, un vrai esprit qu'on retrouve assez rarement dans d'autres sports, et dans celui-là, il est vraiment très présent. J'ai l'impression que ceux qui sont devant, les 5-10 de devant, ils rament plus fort que ceux derrière qui
Non. Ce qui est difficile derrière, c'est justement d'être en cadence, de se coordonner, de ne pas se taper dans les pagaies. C'est compliqué. Ah non, mais ça, j'en doute pas. C'est pour ça qu'on m'a mis devant, parce que la stature, voilà. De toute façon, j'ai trouvé que c'était un super sport. Et c'est une pirogue sur laquelle on était en open là, avec les copains à bord, avec mon équipe. On arrivait 11e sur 38, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est un sport où vous pouvez mettre tout le monde. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Quel que soit votre gabarit, vous trouvez votre place. Et c'est un très bon sport pour les femmes qui ont été opérées suite à un cancer du sein. Parce que pour la rééducation du côté opéré, c'est très bien avec ce qu'on appelle les Dragon Ladies. Et il y aura un championnat d'Europe des clubs fin juillet prochain. Il faut aller voir ça, le Dragon Boat, et il faut essayer parce que, notamment sur ce festival, vous inscrivez avec des copains, vous pouvez faire votre propre bateau. Bon, vous n'arrivez pas premier, mais vous faites votre propre bateau. On vous le prête donc. On vous prête le bateau, oui, parce que bon, ça transporter sur la galerie de voitures, c'est un peu compliqué. Attention, si vous ne ramez pas dans le même sens, je veux dire, pas coordonné. Ah non, ça tape pas, vous tournez en rond. C'est impossible. Ah bah oui, évidemment. Bah oui. C'est ça le danger. Moi, je fais le tambour, si je veux bien. Partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. On peut considérer que tous ces lieux-là, c'était des lieux de travail. Oui, des sites industriels. Sites industriels, usines ou ateliers. Voilà, reconvertis en chambres d'hôtes. Alors ça donne des idées pour la déco, parce qu'évidemment, elle n'est pas ordinaire. Alors la première adresse, c'est une ancienne laiterie du Cotentin, la laiterie de Tocqueville, qui a fonctionné jusqu'à à peu près il y a une vingtaine d'années. Et un couple de passionnés, elle est située à 2 pas de la mer, hein, un couple de passionnés de brocantes, mais aussi d'objets du passé qui ont une histoire, se sont amusés à la transformer. Et puis les espaces sont extrêmement larges. Alors ça, c'est formidable. La deuxième adresse, les espaces sont larges aussi. C'est une ancienne imprimerie à Beaune, en Côte d'Or. Et là, ce sont des gens venus de l'Est, un jeune couple, qui a aménagé ces chambres de l'imprimerie pour le faire partager à des voyageurs de passage. Et puis, pourquoi pas, leur faire découvrir la cité du bien-vivre, le vignoble de Bourgogne. Parce que quand même, on est au cœur du vignoble de si Bourgogne. vous êtes à Beaune. Ah bah oui. Oui, et puis bientôt la cité du cinéma. Eh bien, bientôt. Et c'est tout à côté. Ah bon, c'est à côté? Oui, c'est tout à côté. Très bien. Allez, on y va. C'était l'époque où le lait coulait à flot, où les paysans faisaient encore leur beurre. Ça a été la première coopérative laitière en Normandie. Elle a été créée en 1909 à la demande en fait, des propriétaires terriens. Et donc ils ont décidé d'aider leurs agriculteurs en, fait, en créant une coopérative et en les associant au projet. Nous recherchions une grande maison pour faire une maison d'hôte. Là, pour avoir une grande maison, en fait, on a une très grande maison. Et après quelques menus travaux, voilà le résultat. La cuisine, par exemple, est à l'emplacement de l'ancien échangeur thermique qui permettait de refroidir le lait. On a conservé les murs avec les briques sur les bords, les IPN en fer. On a été obligé de remettre les sols à plat puisque tous les sols étaient en pente vers des bouches puisque tout le monde lavait au jet d'eau. De l'industriel, certes, mais aussi des tonalités plus paisibles, couleur crème de lait ou ciel d'été. La suite des cartons est située sous les toits et c'était à cet endroit-là qu'on stockait tous les emballages. Dans cette suite, on a bien sûr mis des meubles en carton. Notre chambre l'atelier est située vraiment à l'emplacement de l'ancien atelier où on réparait toutes les machines, les écrémeuses, les barattes, etc. Les habitants ou les anciens salariés nous ont apporté beaucoup d'objets. C'est un hommage aux gens qui ont travaillé ici parce qu'on en a rencontré beaucoup, qui sont très heureux de revoir la maison revivre. Les enfants du dernier directeur qui sont nés ici sont revenus passer une semaine de vacances avec nous. Lorsqu'ils sont venus s'établir à Beaune, à quelques pas des célèbres hospices, Sébastien et Marie ont d'abord loué un appartement au-dessus d'une imprimerie. Une maison d'hôte dans une ancienne imprimerie, c'est un petit peu fou. Pour tout dire, au départ, ça n'était pas prévu. Et au fur et à mesure, l'imprimerie partant et notre amitié avec l'imprimeur venant, nous avons pris possession de quelques bâtiments et nous les avons rénovés, Sébastien et moi, pour en faire le lieu d'accueil qui est aujourd'hui celui-ci. L'idée ici, c'est de mettre en valeur le côté industriel et de garder un peu sa poésie brute. C'est le charme de ces lieux. Ferraille industrielle et design vintage scandinave. Dans tout ce mobilier, on trouve à la fois du brut et du douillet. Il y a des objets chinés, des travaux faits avec des artisans.
Il y a aussi des choses trouvées dans les malles de nos grands-parents et dans nos histoires de famille. Lustre à Pampille ou luminaire dernier cri. Ici, à l'imprimerie, nous n'avons pas de clients, nous n'avons pas d'hôtes, nous ne sommes pas politiquement corrects à ce niveau-là. C'est vrai que nous aimons accueillir nos voyageurs parce que nous-mêmes, nous sommes voyageurs. Dans le terme voyage, il y a le terme rencontre. C'est un partage d'art de vivre. Ça a l'air bien l'atelier là. Ah, c'est formidable. Alors la première, c'est un petit prix, 75 € ou 100 € petit déjeuner compris. Et la deuxième, c'est pas beaucoup plus cher, 122 € ou pour la grande suite, 152 €. Il y a la possibilité d'aller visiter Beaune. C'est bien, ça. Voilà. Prenez votre temps si vous visitez Beaune. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Les blousons noirs, sautez sur vos piqueurs, dansons et que le rock abreuve nos micro-sillons. Jean-Yann, non? Ah bah oui, Jean-Yann. Oui, voilà, il a tout fait, lui. Voilà ce qu'il en fait, le rock'n'roll. Bon, alors, il s'agit de portraits, mais alors, tout le monde y est? Oh, beaucoup, William. Portrait donc de chanteurs français ou francophones, puisqu'il y a également Robert Charlebois, depuis les années 60, Gainsbourg, Paul Naref, Bachung, Antoine, Hallyday, Berger, Claude François, Véronique Sanson, Françoise Hardy, donc ils y sont tous. Et vous pourriez me dire, oui, bon, un bouquin qui parle, qui dresse le portrait de ces gens-là, on en a lu beaucoup. C'est ça que je dois dire, moi. Oui, ça m'arrange. Oui, bon, un bouquin sur quoi le texte? Oui, voilà. Un bouquin sur les... Qui dresse des portraits d'artistes. On en a déjà eu. Eh bien, oui, c'est une bonne question, bonne réflexion, sauf que je vous dirais que non, parce que Yves Bigot a eu l'intelligence de prendre l'angle de l'arrivée du rock. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe qu'on est tous, ils sont tous, ces gens-là, des enfants à la fois de Brassens et des Beatles. Oui. Comment se sont-ils accommodés de l'arrivée du rock? Qui a été le plus rock'n'roll de tous? Qui n'a pas pu mettre les pas dans les clous? Mais est-ce qu'ils avaient le choix à l'époque? Non. Non, mais est-ce que consciemment ou inconsciemment, voilà, est-ce que consciemment ou inconsciemment, ils ont été marqués par le rock'n'roll? Nous avons rencontré Monsieur Bigot dans un très bel endroit, William, qu'on appelle un showroom, un terme anglais, une exposition de guitares électriques absolument sublime. Oui. Donc autant vous dire que Yves Bigot, enfant du rock, était à son aise au milieu de toutes ces guitares. Nous l'avons rencontré. Et donc le titre de son livre, regardez. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Damien. Comment vous qualifieriez l'impact, l'arrivée du rock'n'roll sur la chanson française au milieu des années 60 ? C'est une révolution. La chanson française, elle est héritière de notre grande tradition poétique, littéraire, philosophique, qui remonte à François Villon et qui passe par Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Et d'un seul coup, boum, arrive ce choc avec cette culture américaine qui, elle, ne respecte absolument aucun de ses codes, puisque ce qui compte, c'est le rythme et le son. Le rock'n'roll est une passion, une religion, une frénésie qui ne va pas toujours sans casse. Comment ceux qui écrivent en français vont-ils faire pour s'adapter à ce mouvement qui prend toute la planète? C'est l'histoire que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Selon vous, de tous les chanteurs que vous citez, lequel s'adapte le mieux? C'est une bonne question. Peut-être que celui qui s'y est au fond adapté le plus complètement, c'est Alain Bachung. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carango. Je dis bonjour. Parce qu'il arrive à malaxer la langue, aussi bien le sens que le son. Oh, Gabi, Gabi. Pour faire en sorte que le français sonne comme si c'était de l'anglais, ou en tous les cas comme si c'était la langue de cette musique moderne. Dadou Run, Run que tu écoutais, au bal Doom, Doom où tu dansais. Gainsbourg, vous dites que c'est l'exception culturelle. En quoi? C'est le premier des modernes, et d'une certaine façon, c'est aussi un peu le dernier des anciens. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement toute la tradition artistique et culturelle française, et en même temps, il décide de mettre tout son talent incroyable à la modernité, parce que lui, il voulait être de la génération des Beatles, de Bob Dylan, mais aussi de Cole Porter, qu'il adorait. Quand on pense rock'n'roll, arrivée du rock en France, évidemment, on ne peut pas ne pas citer Johnny Hallyday. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Avec Johnny, oui, bien sûr, il est l'expression du rock en français. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ces musiciens disent, bon, quand on joue ces morceaux, parfois il n'est pas trop en forme, mais alors dès qu'on se met à faire un morceau de rock ou de rockabilly, c'est nous qui sommes à la ramasse, parce que là, il est chez lui, c'est l'animal.
Véronique Sanson, c'est peut-être la plus rock'n'roll des femmes, des chanteuses de votre livre. Oui, et alors Véronique, alors non seulement sa vie a été extrêmement rock'n'roll, mais elle a su aussi, avec Michel Berger, mais peut-être encore plus que lui, être celle qui a travaillé vraiment sur son phrasé, sur les sonorités, sur son chant avec ce vibrato à l'accroche. Elle était bilingue depuis qu'elle était toute petite, ça l'a sans doute beaucoup aidé à faire en sorte que le français sonne vraiment sur les rythmiques et sur les sonorités du rock. Et donc, en ça, elle a transformé la chanson française. Merci beaucoup, Yves. Merci à toi, Damien. Il faudrait mettre de la musique dans des livres, parfois. Oui, vous appelez Yves Bigot qui vous les chantonne à la maison. Donc, le titre... Non, un CD. Ou un CD, oui, mais ça se fait livre. parfois. Ah oui, oui, c'est ça vrai. se Mais de fait. toute façon, après, on a spontanément envie d'aller réécouter les chansons dont il parle. D'autant que pour chaque artiste, il vous donne ses conseils. Quel est le meilleur album de l'artiste, quelle année. Ah ouais, donc c'est très très bien. À la fin de chaque portrait. Donc ça s'appelle Je t'aime moi non plus, clin d'œil évidemment à la chanson de Gainsbourg. Yves Bigot, édition Don Quichotte. Don Quixote. Merci beaucoup, madame. Messieurs. Et là, cette fois-ci, vous êtes allé dans une école qui s'appelle Intuit Lab. Intuit. Intuit Lab, bon, c'est un nom un petit peu particulier, mais Ça veut alors... dire quoi, laboratoire intuitif Non, c'est pas ça. Eh bien, vous en êtes Si, assez oui. proche, effectivement. Alors, intuitif, disons que c'est une école de création visuelle, de création d'identité visuelle. Oui. Ah, alors c'est un truc un petit peu savant, qui veut dire quoi? Qui veut dire une signature, une image signature visuelle d'une marque. Vous savez, souvent, quand vous vous baladez dans la rue ou si vous feuilletez un magazine, Oui. vous allez voir une image et même sans lire, sans vous attarder, vous savez exactement de qui nous parlons et de quelle marque il s'agit. Eh bien ça, c'est un métier, c'est une profession et c'est un sacré boulot. Et ça s'appelle être créateur d'identité visuelle. Et c'est ce qu'ils enseignent effectivement dans cet établissement. On est passé par là, ici à France 2, figurez-vous. Le 2 que vous voyez sur votre écran en haut à droite, là, bah, il a fait partie d'une recherche comme ça. C'est ça, avec absolument. des gens dont c'était le métier. Exactement. Comment on le fait, ce 2? Sur quoi? Sur quel fond? Pourquoi? Quelle Il y a- couleur il y a un travail au préalable gigantesque. Et vous croyez pas si bien dire justement parce que cette école, elle est un petit peu spéciale. Cette école a été lauréate en 2016 d'un concours France Télévisions, figurez-vous. Oh. Et oui, donc il y a de très nombreux établissements ont participé à l'aventure. Et c'est cette école, les élèves de la 5e année de cet établissement parisien. 5 ans Euh, pour avoir un diplôme? Ouais. Ah bah oui, il y a plusieurs niveaux. Ben là, forcément, rien n'est laissé au hasard. On étudie la typographie, on étudie les codes couleurs, on étudie le graphisme. Il faut être multitalent et multitâche pour réussir à la fin sur une idée, à se dire, OK, il faut tel logo pour telle marque. Alors maintenant, qu'apprennent-ils? Comment l'apprennent-ils? Je vous propose de le découvrir immédiatement. L'école a été créée en 2001. On est sur 3 sites, un à Paris, un autre à Aix et un 3e à Bombay, en Inde. Et en tout, il y a à peu près 600 étudiants. On forme des directeurs artistiques qui vont réfléchir d'abord et produire toutes sortes de visuels pour communiquer sur toutes sortes de supports. Ce sont des écrans, c'est des affiches, du multimédia, du web, ça peut être du packaging, mais ça peut être l'identité visuelle des entreprises. Donc créer du visuel avec du texte et de l'image en vue de communiquer. La très grande majorité vont travailler dans des agences de création. Dans ces agences, il y a différents profils, des agences plus orientées vers le multimédia, d'autres plus vers la publicité, d'autres plus vers l'édition, d'autres plus vers le digital. Allez-y, regardez. Essayez de lui donner ne serait-ce qu'un ton léger. Alors, la formation, en fin de compte, est en 3 temps. 1 année en prépa, 3 années pour le niveau bachelor et 5 ans pour le master. De temps en temps, il faut prendre du recul par rapport à son dessin pour se rendre compte de la manière dont il fonctionne. Très bien, ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup là, le truc. On apprend aux étudiants d'abord à savoir mettre en place une image et à partir de là, commencer à réfléchir aussi comment mettre du sens, du contenu à travers leur production. Tu peux mixer le dessin,
et le collage. Ça apportera Tu vois, tu rajoutes une maille de tête finie, tu vois, des mots comme ça. C'est des cours basiques de dessin, de couleur, d'histoire de l'art, de créativité, bien entendu, d'illustration, d'expression visuelle. On apporte à nos étudiants une vraie culture de la typographie, c'est-à-dire faire par exemple des bons choix de typo en fonction de ce qu'on a envie de dire, d'exprimer, de faire passer comme valeur. Juste un petit bémol sur la présentation, c'est que en fait, au niveau du titre, tu aurais pu un peu inspirer d'une univers pirate, vraiment pirate, de faire une écriture un peu plus pirate. C'est juste ça qui manque un peu. On inscrit des gens qui ont forcément une motivation qui laisse entrevoir tout simplement leur implication. Tous ces cours-là sont là pour former des gens qui vont être à même de s'adapter à toutes sortes de productions visuelles. 5 ans, et c'est une formation qui coûte cher, qui... non, Bon, oui. ce sont des tarifs d'école privée, hein, donc effectivement, il y a une somme annuelle qui est entre 10 000 et 12 000 euros. Quand on sort de là, on a du boulot. Ah ben, 88%, 89% pour être très précise, des élèves trouvent un boulot immédiatement. Parce Voilà. qu'en fait, en Ça, c'est le dernière critère, année, ça, c'est- c'est un critère fondamental. Parce que dans la dernière année de Ça, formation, c'est pas combien ça coûte à l'année. C'est est-ce qu'il y a un boulot quand je sors de là. ah non, ils l'ont le boulot. Ils l'ont le boulot parce qu'en fait, en 5e année, ils travaillent déjà, figurez-vous. C'est-à-dire que la 5e année, c'est moitié école et moitié entreprise. Et Alors, l'entreprise, elle vous garde après. Elle ne vous lâche pas. Vous venez de dire la 5e année, c'est la dernière année. Et justement, je lis là, les étudiants de 5e année sont les lauréats du concours France Télévisions pour l'habillage de notre chaîne Info, notre cousine. Exactement. Voilà, ils ont gagné ça, ces jeunes gens. Bravo. Alors, qui sont-elles et pourquoi elles ont défié un peu je ne sais pas, moi, ce qui se faisait jusque-là. Elles ont dit, bon, on s'en fout, on y va. Alors, elle s'appelle Violaine Darcourt, celle-ci est designer, et l'autre s'appelle Ludivine Chabert, elle vient plutôt du monde de la com. Là, elles sont parties d'un principe de base qui est l'époque. C'est-à-dire que jeunes designers, elles ont à peu près la trentaine, jeunes designers, on sort d'école. Qu'est-ce qu'on fait ? On dessine ces petits projets, on va voir les éditeurs, donc ceux qui fabriquent le mobilier, et on leur dit, tenez, regardez, c'est super chouette ce que j'ai fait, tout ça. Les éditeurs, une fois sur 10, le projet peut vraiment taper dans l'œil. Sinon, on va dans une agence, on dit bonjour, est-ce qu'il y a du boulot pour moi, j'ai fait une école. Sinon, on travaille dans une agence, effectivement, d'autres designers. Et là, elles ont choisi, comme vous le disiez, le culot, la détermination, la prise de risque, l'entreprise, d'être entreprenant. Voilà. Et à plusieurs, on est plus fort. Parce que ça aussi, c'est un signe de l'époque. C'est-à-dire que ce que je trouve des jeunes, parce que quand on dit « ouais, les jeunes, ils se bougent pas, ils sont moumous, blablabla », eh bien là, moi, quand je vois ces initiatives-là, je dis « non, c'est pas vrai ». Et donc, c'est... Ils sont mou... ils sont moumous. Elle fait la jeune. Je fais la jeune sur le canapé. Non, je fais la jeune sur le canapé un peu mou. C'est pas caricatural du tout. Non. Alors, mais non, elles se débrouillent très bien, les deux, là. Voilà, elles se débrouillent très bien. C'est difficile, c'est sûr qu'il faut se battre. Ah oui, surtout dans mais ce on n'est métier. jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est-à-dire qu'elles dessinent, elles éditent, en plus, elles éditent les font copains tout, quoi. et elles vendent dans la galerie. Et en plus, comme elles ont un goût assuré, les clients leur demandent de décorer chez eux. Bah, Ah ouais, voilà. d'accord. La boucle est bouclée. La Bon, boucle on est regarde bouclée. à quoi ça Regardez. Je suis designer de formation, j'ai fait l'école Camondo à Paris. Après plusieurs expériences professionnelles, j'ai voulu créer mon studio. Je me suis associée avec Ludivine Chabert, qui, elle, a travaillé dans la communication et les RP, et donc ça nous paraissait une association assez sensée. Le concept de cette galerie, c'est un espace où de jeunes designers sont exposés et qui autoproduisent pour certains. Donc soit ils fabriquent eux-mêmes dans leur atelier, soit ils font fabriquer par des artisans et ils gèrent la production. On propose au sein de la galerie des pièces qui sont produites par nous.
donc que moi je dessine et qu'ensuite on va produire. Donc on va chercher les fabricants, on va suivre la production, gérer tout vraiment du début à la fin. Le designer aujourd'hui, il a plusieurs options. C'est soit de dessiner, de créer des objets, des luminaires, des mobiliers et de chercher un éditeur, ce qui est très compliqué. On peut passer par des concours, on peut aller toquer à la porte des grandes boîtes. En général, ça se passe pas comme on veut. Et si par chance on est sélectionné ou ça se passe un peu comme on veut, on se voit imposer des règles qui sont pas forcément les nôtres. L'idée vraiment, c'est de reprendre le pouvoir sur son propre métier. Et donc, ça implique de gérer en fait le métier du début à la fin, c'est-à-dire du premier coup de crayon jusqu'à la vente dans un espace. Les gens qui rentraient dans la galerie et qui appréciaient l'univers qu'on proposait nous demandaient pour certains des conseils. Et puis finalement, c'est devenu un service qu'on a proposé d'aider les gens à aménager leur intérieur, donc de sélectionner pour eux des pièces, que ce soit des pièces de la galerie ou des pièces qu'on peut aller chiner ailleurs. C'est pas en étant juste designer, en sachant dessiner ou faire de la 3D qu'on peut y arriver. Il faut vraiment être sur le terrain d'une manière très efficace et c'est pas facile. Et on espère qu'on deviendra un exemple de ça avec une entreprise qui marche. Très original ce qu'elles font ces jeunes filles. Très original et je vous le disais, très marqué de l'époque, c'est-à-dire que vraiment il faut se débrouiller, il faut se bouger. Alors il y a une initiative très bien ce week-end, 14, 15, 16, Journée nationale de l'architecture. En fait c'est pour sensibiliser les Français à l'usage, de faire appel, il faut faire appel aux architectes, c'est-à-dire que vous construisez une maison, vous avez des travaux à faire dans un appartement, les meilleurs pour vous donner les bons conseils, ce sont les architectes. Donc allez à la rencontre des architectes, il y a toutes les infos sur Internet, ça s'appelle Journée nationale de l'architecture, 14, 15, 16. Et les architectes décorateurs, ils sont compris dans le lot ou ça pas Non, voilà. Ça c'est juste architecte. C'est toujours une bataille terrible. Oui. Bon, des PLG, pas des PLG. Ouf. Je ne veux pas abattre les cloisons, mais Allez. Mesdames, Monsieur, vous êtes prêts? Vous avez votre passeport? Alors, c'est parti pour un voyage engagé aux quatre coins du monde. Cette semaine, nous allons nous interroger sur les syndicats dans le monde. Quel est leur rôle? Comment sont-ils perçus chez nos voisins, proches ou lointains d'ailleurs? Sont-ils puissants? Sont-ils efficaces? Sont-ils représentatifs? C'est ce que nous avons demandé à 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos travailleurs du jour. Valérie Lerouge qui nous attend à Bruxelles, en haut à gauche de votre écran. Claude Deschênes que l'on rejoindra à Montréal, en haut à droite. Alexia Kefalas, notre correspondant d'Athènes. Et enfin Fanny Lothaire qui nous donne rendez-vous à Sao Paulo, au Brésil. Alors, tout de suite, direction la Belgique. Alors là-bas, la culture syndicale, eh bien, figurez-vous qu'elle est ancrée dans les mœurs. Vous allez voir qu'entre les Belges et le syndicalisme, c'est du sérieux. Et en résumé, Valérie, c'est 30 à carte et tiré au paradis des travailleurs, bien sûr. Alors, il y a combien de salariés, d'ailleurs, syndiqués en Belgique? Bonjour, Valérie. Bonjour William, il y a 55% des Belges en âge de travailler qui sont syndiqués, donc plus d'un travailleur sur deux. C'est un des taux de syndicalisation les plus élevés d'Europe, après les Scandinaves bien sûr, et c'est surtout un taux très stable au fil du temps. Et tout ça avec 3 syndicats, le chrétien, c'est le premier, le socialiste qui le talonne et le libéral. Alors leurs différences idéologiques s'estompent au fil du temps, mais à eux trois, eh bien, ils réunissent 3,5 millions quasiment de cotisants avec seulement ces 3 syndicats. Alors qu'est-ce qui explique ce taux de syndicalisation si élevé? Peut-être parce que ces syndicats sont très proches des problèmes concrets des travailleurs et des chômeurs. Surtout, vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Céline Gransart et Frédéric Fenémont. Jour de manifestation nationale. À la gare de Liège, on se prépare pour aller défiler dans les rues de la capitale. Allez. Le mot d'ordre, dire non aux mesures d'austérité du gouvernement. Nous, on attend pour prendre le train, pour aller manifester à Bruxelles. Pour une fois, je vois qu'on est toujours aussi nombreux, c'est une bonne nouvelle.
Ces manifestants ne payent pas leur billet de train, c'est le syndicat qui régale. Et en plus, ils sont défrayés de 30 € pour la journée de salaire perdu. Objectif, amener un maximum de monde à la manifestation. L'austérité est une réponse inacceptable face à une crise dont nous ne sommes pas responsables. En Belgique, le syndicalisme à la cote, 55% de la population active est affiliée à un syndicat. Moi, mes parents ont été syndiqués et donc quand moi je suis entrée dans le monde du travail, c'était naturel de se syndiquer. Ici en Belgique, beaucoup de jeunes vont directement spontanément vers les syndicats. C'est dans la culture et ça a toujours été comme ça, ce qui fait qu'il y a une résistance qui peut être très forte de la part de nos organisations syndicales. C'est ensuite une véritable marée tricolore qui se déploie dans les rues de Bruxelles. À chaque syndicat, sa couleur. En rouge, le syndicat socialiste. En vert, le chrétien. En bleu, le syndicat libéral. Et oui, en Belgique, ces deux mots ne sont pas contradictoires. Évidemment, ça fait peur parfois d'entendre le libéral. Il faut le prendre au sens large. Nous sommes vraiment libres de tout dogme politique. À eux trois, les syndicats regroupent plus d'un Belge actif sur deux. Alors, comment expliquer que tant de Belges se syndiquent ? La réponse se trouve en partie ici. Nous sommes dans les bureaux de la CSC, Bonjour. le syndicat chrétien. Je vous écoute. Je viens vous trouver parce que malheureusement, je viens d'être licenciée. Les chômeurs viennent ici pour toucher leurs allocations, car en Belgique, les syndicats sont aussi des organismes de paiement. Ils sont l'intermédiaire entre les caisses de la sécurité sociale et la population. On fera votre dossier chômage. Je vous expliquerai ce qu'il faudra faire concrètement chaque mois pour percevoir les allocations, puisque c'est la CSC qui va vous payer le chômage chaque mois. Une aide concrète qui séduit cette adhérente. C'est vraiment un organisme qui est notre première ligne en cas où on a besoin à différents niveaux, donc par rapport à toutes les questions de chômage, emploi. Ceux qui ne sont pas syndiqués perçoivent quand même leurs allocations de chômage via une caisse de paiement publique réputée moins performante que les syndicats. Si les Français restent les champions d'Europe de la grève et de la manifestation, les Belges l'étalonnent de près. Ils sont sur la 3e marche du podium. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil avec la France. Alors Valérie, quand on voit ce taux d'adhésion, on se dit que les syndicats doivent avoir une très bonne image en Belgique. En tout cas, peut-être meilleure que chez nous, non ? Eh bien non, c'est le paradoxe, vous l'avez vu, beaucoup de Belges se syndiquent par habitude, par culture, par nécessité, pour raisons pratiques, on l'a vu. Mais globalement, ils ont une assez mauvaise image des syndicats, souvent jugés un peu désuètes, anachroniques. En tout cas, pas meilleurs qu'en France. Et ça se voit d'ailleurs à chaque manifestation maintenant qu'il y ait un incident mineur ou majeur. Eh bien, le débat ressurgit sur le mode d'action, souvent jugé un peu dépassé. Alors, dernière question, Valérie. Bruxelles, c'est la capitale européenne, ça on le sait. Alors du coup, est-ce qu'il y a des syndicats de tous les pays d'Europe à Bruxelles ? Oui, parce qu'il y a la Confédération européenne des syndicats qui réunit à peu près tous les syndicats des 28 États membres, donc des Polonais, des Maltais, des Britanniques, des Français qui se réunissent ici. Alors pour faire parfois des Euromob, des euromobilisations sur des thèmes qui les fédèrent, contre l'austérité par exemple, et parce qu'ils jouent le rôle de lobby en quelque sorte, lobby social, pour contrer les nombreux lobbies patronaux qui existent ici. Et puis il y a très souvent des manifs sectoriels, des agriculteurs, des sidérurgistes, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui viennent manifester ici dans le quartier européen contre des projets de directives, ce qui anime quand même régulièrement le quartier, ce qui le bloque aussi surtout. Oui, ça on a souvent vu. Ah ben, record d'Europe des embouteillages, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai. Très bien cet angle-là, parce qu'on voit très bien sur votre oreille gauche l'atomium. Comme ça, on sait où on est. Il est beau, il brille ce matin. Ouais, il brille en plus. Merci beaucoup, Valérie Lerouge, qui était à Bruxelles. Bonne journée. Bonne journée. Allez, pour la suite du voyage, on part au Québec où le syndicalisme s'est imposé un peu partout dans tous les secteurs. Alors, à tel point que les Québécois sont devenus champions en la matière. Claude Deschênes nous retrouve là-bas. Il paraît que vous êtes les plus syndiqués d'Amérique du Nord. C'est vrai, ça ? Bonjour, Claude. Bonjour William, oui, nous avons le championnat de la syndicalisation. En fait, en Amérique du Nord, il n'y a pas plus syndiqués que les Québécois. 40 % des travailleurs le sont, comparativement à 29 % dans le reste du Canada et 12 % aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a une bonne marge. Ça nous donne à peu près 1 289 000 travailleurs syndiqués, également des hommes et des femmes.
dans différents secteurs, la construction, le travail en usine, bien sûr les cols bleus et la fonction publique et aussi le domaine parapublic, l'éducation et la santé. On a même des notaires qui se syndiquent et qui s'affilient à la grande centrale syndicale qu'on appelle la Fédération des travailleurs du Québec, parce qu'on a 3 grandes centrales ici aussi. Mais comment vous expliquez un tel pourcentage, 40%, nous on ne connaît pas ça, ici c'est énorme. Oui, bien écoutez, ça remonte à très longtemps. Il y a 2 raisons. En fait, avant les années 60, 75% des chefs d'entreprise étaient des anglophones, alors que les Québécois, qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, étaient des travailleurs. Alors pour se protéger de ces boss, comme on disait, eh bien, ils se sont regroupés en associations syndicales qui avaient la bénédiction de l'Église en passant. Et donc, ça a donné une force importante. Et à partir des années 60, lorsque le Québec s'est doté d'un État moderne, eh bien là, on a doublé les effectifs syndicaux. Alors, on a retrouvé des syndiqués dans le domaine de la fonction publique. Et il y a aussi l'Église qui a quitté le secteur de la santé et de l'éducation. Donc, ça aussi, ça a amené beaucoup de syndiqués. Alors, vous allez voir dans mon reportage qu'encore aujourd'hui, les syndicats sont très forts et ils défendent la cause de leurs membres, mais aussi ils sont devenus des acteurs importants de l'activité économique. Nous avons, nous, la responsabilité de bâtir pour nos fils, pour nos filles. Le syndicalisme québécois a une longue histoire, mais c'est dans les années 60 qu'il a véritablement émergé. Dans cette époque qu'on a qualifiée de révolution tranquille, l'affirmation du droit des travailleurs a été extrêmement tapageuse. Début des années 70, l'État fait même emprisonner les leaders des 3 plus grandes centrales. Le professeur Michel Grant était alors le bras droit de l'un d'eux. Durant les années 70, où on connaissait une prospérité, on était encore dans ce que nos amis français appelaient les 30 glorieuses, bien, les syndicats faisaient des gains à la table de négociation parce que le rapport de force économique était suffisant pour qu'ils fassent des gains. Et les travailleurs en profitent. À la fin des années 70, 16 des négociations collectives donnaient l'occasion d'une grève ou d'un local. Depuis 30 ans, ça ne dépasse pas 5 On fait encore la grève au Québec, mais le nombre de conflits est passé de 350 en 1980 à 66 en 2012. Quand les syndiqués décident d'aller en grève, c'est que la grève est un geste d'espoir. C'est qu'ils pensent que l'employeur est dans une position économique favorable pour améliorer les conditions de travail. Mais quand ça va mal à la chope, comme on dit en bon québécois, bien, c'est pas le temps de faire la grève. C'est le temps d'essayer de sauver son emploi. Des emplois! Des emplois! C'est ce qu'on veut! Lors de la grave crise économique qui touche le Québec durant les années 80, les syndicats deviennent plus réalistes, explique Michel Nadeau, qui a œuvré pendant 20 ans à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La réponse doit être gagnant-gagnant. Avant, il fallait tout avoir. Le patron nous vole, il faut lui retirer le maximum parce qu'il va tout prendre. Là, on reconnaît que le patron a le droit de vivre. Le président de la Fédération des travailleurs du Québec, Louis Laberge, lance alors l'idée d'un fonds pour encourager les travailleurs à investir leurs économies dans les entreprises québécoises, dans l'espoir de sauver des emplois. Moi, j'étais un petit peu sceptique quand je vous disais, je voyais des travailleurs qui gèrent de l'argent. J'étais à la Caisse de dépôt, je gérais 105 milliards de dollars. Et puis, j'ai pris ma retraite et je me suis dit, je vais aller voir comment ils travaillent. Parce que je vais leur montrer comment travailler. Oh là là, je me suis aperçu que ce sont des gens extrêmement professionnels. Le fonds de la FTQ, créé en 1983, dispose aujourd'hui d'un actif de 11 milliards de dollars. Celui de la Confédération des syndicats nationaux est de 1,4 milliard. Ce levier a permis aux travailleurs de devenir un maillon important de la chaîne. Je suis actionnaire, je veux du rendement. En même temps, je suis travailleur, je veux des bonnes conditions de travail. Donc, ça permet aux travailleurs de réaliser cette dualité de l'activité économique. Nous en sommes venus à une entente de principe avec notre employeur. La transformation de l'économie fera-t-elle en sorte qu'on verra de moins en moins de travailleurs dans la rue à l'avenir? C'est la génération des milléniaux, ces jeunes nés autour des années 2000, qui va donner la réponse.
Alors, Claude, vous venez d'évoquer là dans le reportage les jeunes militants. Est-ce que ça veut dire que les syndicats aujourd'hui s'inquiètent d'une éventuelle désertion de cette nouvelle génération? Sûrement, William. Certainement, mes deux intervenants, Michel Grant et Michel Nadeau, m'ont dit on ne sait pas vraiment quelle tangente va prendre le syndicalisme au cours des prochaines années avec ces fameux milléniaux qui ont une façon très particulière, très personnelle de voir la vie. Ouais. Hein. Ils sont très indépendants. Ils se promènent d'un emploi à l'autre et ils n'ont pas à cœur autant que leurs ancêtres la retraite à prestations prédéterminées. Alors, on se demande vraiment comment tout ça va tourner et les syndicats n'ont pas encore vraiment trouvé la manière de leur parler aux jeunes. Alors, le chant « solidarité » là, est peut-être une espèce en voie de disparition. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nomades que nous l'étions, vous et moi. Bon, merci beaucoup, Claude. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Petite pause chez nous à présent. Avec notre spécialiste du web, on va voir si les syndicats en France se sont mis à l'ère numérique. Alors, Julia, désormais, Internet, c'est mieux qu'un défilé? Ou alors, ouais, on n'en est pas encore là, hein? Oui, c'est ça. On n'en est pas encore là, même si on y arrive, mais seulement, vous allez être surpris, seulement depuis 2 ans. En fait, les syndicats ont été assez réticents et ils ont mis du temps à prendre ce tournant digital, on pourrait dire. Et c'est seulement depuis 2013 qu'on commence à vraiment à noter une présence, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pour avoir un peu une vue d'ensemble, on peut se référer à Twitter, qui est assez représentatif. La CFDT et la CFE-CGC sont aujourd'hui les organisations les plus présentes et les plus importantes sur les réseaux sociaux. Vous avez les chiffres qui sont là. Regardez, c'est la CFDT avec 25 000 abonnés qui est en tête, suivi de la CFE-CGC. Alors, c'est assez étonnant, William, parce qu'en 2013, la CFDT que vous voyez là à 25 000 n'était qu'à 5 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À l'époque, au niveau de l'échelle européenne, nous étions du coup très très en retard. Le principal syndicat anglais qui s'appelle Trade Union Congress, ils étaient à 15 000 followers, alors que nous, on se traînait un petit peu avec nos 5 000. Donc en 2 ans, ça a été très très fulgurant. Ce qui est assez étonnant aussi sur Internet, William, c'est que ce n'est pas représentatif de la réalité. Ce qui est assez rare, c'est-à-dire que la CFDT est l'organisation vraiment championne du web, toute catégorie, alors que c'est vraiment la CGT, on le sait, qui reste en France le premier syndicat historique. Alors vous avez une autre présence aussi, c'est sur les réseaux de partage de vidéos. Et encore une fois, c'est la CFDT qui va être première sur Dailymotion, comme sur Twitter. Voilà ce qu'on peut dire à peu près au niveau des chiffres et au niveau du militantisme sur Internet. Est-ce que certains de ces syndicats ont eu des initiatives originales sur la toile ou pas? Alors, il y a plein de choses qui sont très pratiques sur Internet, William. C'est, par exemple, quand vous êtes représentant syndical d'une entreprise qui est dans toute l'Europe, les réseaux consulaires, toutes les assistantes maternelles de France. Aujourd'hui, c'est sur Internet que vous allez pouvoir toucher des gens qui sont dispatchés dans toute la France. Et puis, c'est aussi une très bonne forme pour faire parler de soi et pour être élu et pour parler des élections des représentants syndicaux. C'est sur Internet que vous allez vous faire connaître. Alors oui, certaines initiatives, notamment sur le site de la CGT d'Air France, où la chaîne pour appâter les jeunes salariés et les jeunes syndiqués, eh bien, toutes les semaines sort une vidéo où on va pouvoir voir un petit peu des journaux d'actualité faits par les représentants syndicaux. Voilà ce qu'on peut trouver. Et une dernière initiative, parce que c'est là où le buzz rejoint le syndicat, c'est cette œuvre du street artiste qu'on connaît, JR, sur les dockers du Havre, qui avait rejoint les manifestations à ce moment-là, au moment de la loi travail. C'était en juin. Cette photo, elle a fait le tour du monde à l'initiative des syndicats à l'époque. Cette photo-là. Merci beaucoup, Julia Livage, sur le piano du web. Allez, on va retrouver maintenant Alexia Kefalas à Athènes. Alors là-bas, vous allez voir, le syndicalisme n'est pas franchement béni des dieux grecs, puisqu'il serait plutôt en perte de vitesse. Et pour bien comprendre, car ce mouvement syndical a une histoire qui n'est pas banale, il faut remonter à ses origines, Alexia. Bonjour. Bonjour William, oui, le syndicalisme en Grèce a une histoire assez particulière et singulière. C'est vrai que la Confédération des travailleurs a été fondée en 1918, alors c'est dire si elle a pu traverser les phases de l'histoire, mais tout de même, dès le début, grâce à ses combats, elle a réussi à fonder la sécurité sociale, la régulation des salaires et des conventions collectives, 3 lois notamment, qui ont été consolidées, tenez-vous bien William,
par la dictature du général Metaxa. Et oui, c'était sa façon d'étatiser les syndicats. Alors forcément, ça n'a pas duré. Après la guerre civile, après la dictature des colonels, cette fois, les syndicats ont retrouvé leur indépendance. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ils se sentent bien seuls. Vous allez le voir, William, dans ce sujet réalisé avec Aris Katsianis. Aujourd'hui, c'est jour de manifestation. Plus de 15 syndicats sont réunis devant le Parlement d'Athènes pour protester contre le large programme de privatisation. Un programme qui comprend la cession de la Compagnie des eaux, d'électricité, du gaz naturel, des sites archéologiques et même des îles. L'enjeu est de taille, mais la mobilisation est limitée. La plupart pensent que les dés sont déjà jetés. Pourtant, au début de la crise économique, il y a 7 ans, les syndicats réunissaient des centaines de milliers de personnes contre les premières cures d'austérité avec les mêmes slogans. Nous ne baisserons pas les bras. Résiliation ou méfiance envers les syndicats, ce journaliste qui suit les manifestations est partagé. Le grec est aujourd'hui scotché à son canapé. Il suit les événements et se sent incapable de faire quoi que ce soit. Il espère que d'autres mèneront son combat, sauf que les syndicats sont entretenus par l'État et sont donc en pleine déprime chronique et ne peuvent pas mobiliser. Pour Christos Kiosis, pas question de baisser les bras. Le syndicalisme n'est pas mort. En Grèce, on dit qu'un combat n'est pas perdu tant qu'il n'a pas été livré. Il est secrétaire général de l'Union des travailleurs de la Compagnie des eaux, EIDAP. Il reconnaît que le mouvement a perdu de son intensité ces dernières années et pour cause. 7 travailleurs sur 10 n'ont plus confiance en leur syndicat selon une étude récente, même s'ils reconnaissent tous leur importance. En fait, ils reprochent à leurs dirigeants syndicaux de placer leurs aspirations politiques avant l'intérêt des revendications. Le plus scandaleux, c'est que beaucoup de membres, de présidents ou secrétaires généraux de syndicats sont actuellement députés ou ministres. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de syndicalistes qui n'a pas ce genre d'aspiration et qui est beaucoup plus propre. Le problème, c'est qu'on a trop laissé faire et que le syndicalisme a été étatisé dans son fonctionnement, ce qui freine son action aujourd'hui. Il n'y a pas de cotisation parce que les syndicats sont soutenus par les caisses publiques. Pourtant, ils ont un déficit de modernisation dans la méthode de mobilisation. Elle est parfois quelque peu surannée. Les grandes centrales s'adressent à leurs représentants locaux par des communiqués de presse, des fax et quelques coups de fil pour mobiliser, mais pas de réseaux sociaux, ni de vidéos. Et avec le gouvernement qui se dit de gauche, il est dur de mobiliser contre cette idéologie, même si la politique est plus conservatrice que jamais. Cette semaine, même le puissant syndicat des contrôleurs aériens a annulé son mouvement par manque de mobilisation. Et aujourd'hui, les créanciers demandent l'interdiction totale des grèves. Forcément, astreint, notre avenir est menacé. À cela, il faut ajouter des querelles politiques internes. Bref, le syndicalisme grec, William, traverse une mauvaise passe. Mais beaucoup, dont Christos, espèrent que cela sera provisoire au vu des défis qui menacent le pays. Oui, c'est vrai qu'il faut rajouter effectivement que la situation financière de la Grèce est très, très difficile. Merci beaucoup, Alexia. À très bientôt. Alors, retour dans l'Hexagone maintenant avec Isabelle Martinet. On va s'intéresser à l'origine et à l'évolution du syndicalisme chez nous en France. Et on peut dire que ça remonte à quand d'ailleurs ? Très certainement au développement industriel. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, et depuis le Moyen-Âge, c'est le compagnonnage qui organisait les professions sans caractère revendicatif. Mais au 19e siècle, l'arrivée en masse des travailleurs dans les manufactures va changer, va transformer le rapport entre patron et employé. Donc, on va essayer de s'associer, on va essayer d'organiser les choses. Et avec le soutien politique de gauche, eh bien, la loi Waldeck-Rousseau va légaliser l'organisation syndicale en 1884 et eh bien, les ouvriers d'une même profession pourront s'associer. Quel était le premier syndicat en France ? C'est la Confédération Générale du Travail, la CGT, créée en 1895 dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. Et pour ce faire, eh bien, le mouvement dispose de l'arme suprême reconnue depuis 1864, c'est la grève générale avec son fort pouvoir de nuisance. Puis en 1919, va suivre la Confédération française des travailleurs chrétiens, autrement dit la CFTC, et avec le Front populaire, le syndicalisme va contribuer à plusieurs choses. Les congés payés, les 40 heures de travail hebdomadaires, suivront bien sûr les délégués du personnel et les conventions collectives. D'accord. Et aujourd'hui, combien sont-ils ?
Alors aujourd'hui, on en compte une huitaine, pour ne parler que des plus connus, mais seuls sont reconnus comme représentatifs au niveau national ceux qui ont obtenu plus de 8% des voix aux élections professionnelles qui se déroulent tous les 4 ans. Dans ce cas, ils peuvent signer des accords sociaux. Nous avons 5 syndicats qui sont dans cette situation, qui sont la CGT, la CFDT, FO, la CGC et la CFTC. Dans l'ordre d'importance? Dans l'ordre d'importance, absolument. Vous avez les voix aux élections, donc le tout premier, c'est encore la CGT avec plus de 26% des voix. Alors concrètement, quel rôle et quel pouvoir ont-ils aujourd'hui dans l'entreprise et au-delà même? Alors, ils défendent toujours les intérêts professionnels des salariés, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Alors pour cela, ils peuvent agir en justice, ils peuvent aussi signer des négociations dans la mesure où l'accord est validé par un nombre de syndicats qui représentent au moins 30% des voix. Et puis, le gouvernement doit les consulter en cas de projet d'emploi, par exemple, concernant le domaine de l'emploi, un projet de loi. Alors, on l'a vu récemment, ça se passe plus ou moins bien. C'est fonction, c'est selon. Alors là, on l'a vu, les syndicats de salariés, le syndicalisme patronal, ça existe aussi. Oui, bien sûr, depuis 1919, pour faire face aux différentes crises économiques. Alors, il y a eu différents mouvements, mais depuis 1998, c'est le MEDEF qui est la principale organisation patronale. Et puis, n'oublions pas quand même dans le domaine agricole, la FNSEA, qui a une forte influence depuis plus de 45 ans, malgré la Confédération parisienne, la Confédération paysanne qui fait concurrence. Pas très parisienne, non. C'est pas très parisien, non. Justement. Il y a beaucoup de salariés syndiqués en France? Très peu. Très peu. Nous sommes à 8% contre 17% en 1980. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui les choses ont un peu changé. Nous avons un des taux les plus faibles des pays industrialisés. Et pourtant, c'est un droit qui est reconnu pour tous, que ça soit dans le privé, que ça soit dans le public, sauf pour les militaires. Si on compare avec d'autres pays d'Europe, évidemment en tête nous avons l'Islande avec 79% et je dirais presque 80%. 79% des salariés sont syndiqués en Islande. Pratiquement 80% des salariés sont syndiqués en Islande. Italie 35%, Royaume-Uni 25% et l'Allemagne 18%. Nous sommes à 8%, donc l'indice de confiance est vraiment en baisse. Comment on explique ça? Ça peut s'expliquer, justement. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, et fort heureusement, un salarié a les mêmes droits qu'il soit syndiqué ou non. Et puis après, ce sont quand même des syndicats qui sont assez nombreux. On a des structures qui sont assez hiérarchisées, assez rigides. Et puis, ils ont parfois, c'est vrai, des revendications qui peuvent s'avérer un peu brutales. Le droit de grève, la grève, fréquemment, on y fait appel. Et ça a tendance à déstabiliser la vie économique et quotidienne. Et puis, on a en France des avancées, comme par exemple la flexibilité du temps de travail, ou encore le fameux régime d'auto-entrepreneur qui ne favorise pas le syndicalisme et la syndicalisation surtout. Et conclusion donc? Alors conclusion, un indice de confiance en baisse, même si ce n'est pas le seul domaine où c'est le cas, mais on a dit, à tort ou à raison, que les syndicats étaient trop politisés. Il reste à savoir si c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, seulement 28% des Français leur feraient confiance pour défendre leurs droits. Vous disiez peut-être, mais pas autant qu'en Grèce, comme on vient de le voir. Merci beaucoup Isabelle. Pour la fin du périple, direction le Brésil. Alors là-bas, il paraît que tous les moyens sont bons pour attirer les foules et les futurs syndiqués. Jusqu'à pratiquer, vous allez voir, des rapprochements un peu étranges. Alors lesquels justement, Fanny? Bonjour. Bonjour William, et si je vous dis syndicat, football et samba, vous allez me dire ça n'a strictement rien à voir, et pourtant, surtout depuis la destitution de la présidente Dilma Rousseff, issue du Parti des travailleurs, le mouvement syndicaliste brésilien plutôt de gauche n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et dans les manifestations, eh bien, c'est beaucoup plus festif que chez nous. Historiquement parlant, le syndicalisme brésilien a été plutôt réprimé pendant la dictature et il a beaucoup fait pour le retour de la démocratie, en partie, vous allez le voir, grâce au ballon rond. C'est un reportage réalisé avec Marie Dengagbe et Nolwenn Hervé. Samba et caipirinha. Non, ce n'est pas le carnaval, mais une manifestation des syndicats de gauche brésiliens. Depuis mars, c'est le début de la destitution de sa présidente. Une grande partie du Brésil descend dans la rue. Et ses revendications ont des allures de fête. Ça fait 33 ans qu'on aide à la démocratisation du Brésil. Pendant la dictature militaire, nous étions la principale opposition. C'est sur cette place que notre mouvement est né et que nous avons fondé la CUT de Rio. Le rôle de notre syndicat, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, participer à des manifestations pour essayer de convaincre le maximum de gens, mais pas seulement des syndiqués, aussi des citoyens.
Notre syndicat a été attaqué par la police fédérale. Notre syndicat sera toujours libre. Et cette semaine, ces chiens de policiers nous ont encore arrêtés. 10 millions de membres. La CUT est le syndicat communiste le plus puissant d'Amérique latine. En 1983, encore en pleine dictature, l'un de ses fondateurs, c'est lui, Luis Ignacio da Silva, dit Lula, un futur président star des meetings. Près de la moitié de la population est syndiquée et la défense de la jeune démocratie se joue sur les terrains les plus insolites. Pour ces joueurs opposés au président actuel, Michel Temer, ce n'est pas une simple réunion de footeux du dimanche, mais bien un sommet syndical. Nous vivons un coup d'État institutionnel et parlementaire. Et c'est à nous de montrer qu'au sein du sport, on peut descendre dans la rue. Le sport est une façon de communiquer avec les masses. Le premier à avoir eu cette idée, c'est Socrates, star au Brésil, et l'un des fondateurs du syndicat en 1982. Dans ce pays où le foot est roi, il a su se servir du ballon rond pour afficher ses revendications, jusque sur son front. « 34 ans après, les idées sont toujours là, mais l'ambiance est plus détendue. Et l'on discute politique autour du barbecue. » C'est quelque chose de fondamental. On doit promouvoir la solidarité. On fait beaucoup d'événements comme celui-ci, des débats politiques et culturels, des conférences avec des jeunes en réinsertion, des jeunes qui étaient criminels et qui veulent s'en sortir. Et on pense que le football peut être le moyen de réveiller l'esprit politique de la population, spécialement pour les jeunes les plus pauvres. Le syndicat des Corinthians a prévu de redescendre dans la rue dans les prochains mois. En attendant, la partie de foot a été fatigante. La politique attendra la fin de la fête. Socrates, un des meilleurs joueurs de football du siècle dernier. Bon, Fanny, le Brésil, c'est une jeune démocratie. On a bien compris que les syndicats avaient beaucoup œuvré pour elle. Est-ce qu'ils sont toujours aussi puissants aujourd'hui ? Oui, c'est une jeune démocratie qui n'a pas plus de 30 ans et qui s'est beaucoup appuyée au tout début sur les syndicats pour se développer, pour exister, pour mûrir, surtout avec l'arrivée de l'un des leurs au pouvoir, Ignacio Lula, on en a parlé, ancien héros syndicaliste qui a permis au Brésil de développer toute une classe moyenne qui s'est mise plus à consommer qu'à parler politique ou qu'à se mobiliser politiquement. Et petit à petit, eh bien, ces syndicats de gauche se sont délités, se sont divisés, laissant plus vivre eh bien, les syndicats de droite qui prônaient la privatisation des entreprises nationalisées. Mais aujourd'hui, eh bien, avec la destitution d'Ilma Rousseff, ces syndicats de gauche reprennent un petit peu du pouvoir et reprennent la lutte dans les rues. Fanny, pour conclure, est-ce qu'il existe des points communs avec les syndicats français ? Il y a beaucoup de similitudes entre la France et le Brésil. D'abord parce que le Brésil est le pays le plus syndicalisé d'Amérique latine et la France, l'un des pays les plus syndicalisés d'Europe. Il y a énormément d'échanges entre ces deux pays, puisque la CUT, le principal syndicat de gauche brésilien qu'on a vu dans le reportage, eh bien, emprunte de nombreuses idées à la CGT et la CFDT française. Ils ont à peu près les mêmes tendances, les mêmes lignes politiques. Lorsque l'ancien président Lula, héros syndical brésilien, se rend en France, il va d'abord voir les syndicats et non ses homologues politiques. Et lors des grandes dernières manifestations de 2013, eh bien, de nombreux Brésiliens ont demandé à ce que des syndicats français viennent au Brésil les coacher pour les aider à mieux s'organiser. Merci beaucoup Fanny, à très bientôt. Madame, monsieur, fin des négociations. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place des syndicats dans certains pays, dans 4 pays, aux 4 coins du monde. Donc, n'oubliez pas, 10h50, tout à l'heure, France 2 retransmet en direct l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat de Nice. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi. Tout de suite, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est la petite séance de rattrapage. Bon week-end.